Cette semaine, on va aborder le sujet du certificat de localisation. Donc, Olivier, c'est quoi un certificat de localisation? Pourquoi on a absolument besoin de ça? Je pense que c'est la chose dont on entend le plus parler. Les gens ont toujours le mot certificat de localisation. Tu sais, le genre de document que tu ne savais pas qu'il existait, tu n'en as jamais entendu parler de ta vie. Ou que tu en as un de 20 ans, puis tu penses qu'il est encore bon. Qui date des années tranquilles. Puis là, tout d'un coup, tu achètes une maison, tu vends ta maison, puis là, ton courtier te demande, as-tu un certificat de localisation? Est-ce qu'il est à jour? Est-ce qu'il décrit l'état actuel des lieux? Bref. Souvent, nous, on va intervenir. On arrive dans cette partie-là quand le courtier nous envoie le dossier. On va demander à avoir le certificat de localisation. Première chose qu'on va faire maintenant, depuis déjà le mois de mai passé, le certificat de localisation maintenant, il faut qu'il soit au moins de 10 ans. En fait, 10 ans et plus, il est considéré comme plus bon, disons. Tu veux dire plus bon, ne décrivant plus l'état actuel des lieux. Fait que nous, on reçoit le dossier, on voit le certificat de localisation, on fait nos recherches de titres quand même, mais on ne va pas sur place. Donc, le but du certificat de localisation, c'est qu'il y a un arpenteur qui est allé, qui a regardé les marges latérales de la bâtisse, qui a regardé si la propriété respectait l'implantation, les règlements municipaux, les règlements de zonage, tout ça. Puis il va nous montrer la propriété sur un dessin. Souvent, on imagine même que ce plan-là est le certificat de localisation, mais le certificat, en fait, c'est plusieurs pages de descriptifs sur l'état de la propriété, le zonage, etc. Une mini-recherche de titre à l'intérieur. Puis après ça, on a le plan qui vient nous montrer la propriété. Fait que nous, le certificat de localisation, on s'en sert pour être sûr que la propriété respecte les marges, parce que le but, on l'a vu dans une dernière capsule, c'est de prouver aux autres parties, à l'institution financière, entre autres, qu'on a une propriété qui est conforme. On ne va pas sur place, on prend un certificat de localisation, puis on va l'analyser. Souvent, votre courtier immobilier va avoir déjà fait une partie du travail, va l'avoir analysé aussi. Il y a des petites choses, des fois plus particulières, que nous, on va avoir à ramener sur le sujet. Mais principalement, le certificat de localisation sert à voir si la propriété est à la bonne place. Ouais, ainsi que ses annexes et autres bâtiments. En fait, nous, les courtiers, on va être capable de dire si on pense que le certificat de localisation va être correct. C'est sûr que quand il est fraîchement fait, c'est pas un problème. Mais des fois, il y a 3, 4, 5 ans. Des fois, il y a des petites choses qui sont rajoutées sur le terrain qu'on se dit, bon, est-ce que ça va être toléré? Est-ce que ça ne sera pas toléré? Nous, c'est pas nous qui décidons si le certificat va pouvoir être accepté dans la transaction. Donc, quand on n'est pas certain, on va toujours valider avec le notaire. Exact. Nous, on représente l'institution financière, puis on protège les parties. Mais disons, en premier lieu, l'institution financière, dans ses instructions, va demander pour octroyer le financement à ce que le certificat de localisation soit, disons, à l'intérieur de 10 ans et qu'il décrive l'état actuel des lieux et que la propriété soit conforme. Fait que déjà, en partant, il faut respecter cette condition-là, sinon on n'aura pas l'argent de l'institution financière puis l'acheteur ne pourra pas acheter. C'est pour ça que c'est une des premières choses qu'on va vérifier dans une transaction avec les titres de propriété, c'est, souvent, là, ensemble, c'est le certificat de localisation. Si jamais il y a des irrégularités, si jamais le garage est chez le voisin, si jamais la maison est trop proche, on va le voir, entre autres, par rapport au certificat de localisation. Puis là, on va pouvoir aller vérifier s'il y a eu des correctifs apportés. Disons qu'il y a une propriété qui est trop proche d'une ligne. Est-ce qu'il y a une dérogation mineure qui a été mise en place? Juste pour en revenir aux faits, parce que là, je suis certaine que les gens, là, les oreilles leur défrisent présentement parce que ma maison est trop proche de la ligne ou est chez le voisin. Oui, ça peut arriver parce qu'à un moment donné, ils ont changé la façon de mesurer les terrains et il y a des terrains qui ont décalé. Fait que ton carport était chez toi, puis tout d'un coup, ton carport est un pied chez le voisin. Donc, on a vu ça. Il y a quelques années à Sherbrooke, en tout cas, on en a vu un et un autre. Donc, on a dû faire beaucoup de régularisation. Donc, c'est de ça qu'Olivier parle. Donc, oui, ça peut arriver des fois que votre maison est chez le voisin. C'est rare, mais ça peut arriver. C'est quand même assez rare. Puis il y a plein de choses qui vont faire en sorte que même si on est techniquement pas conforme aux réglementations actuelles, qu'on peut quand même faire la transaction. Fait que sans entrer trop dans le détail, parce que ça devient vraiment complexe, c'est du cas par cas. Je vais prendre un exemple concret, je pense que ça va être plus facile. Je vais avoir une transaction avec une maison puis un garage. On voit le terrain sur le certificat de localisation, on voit la maison, on voit le garage. Là, on se rend compte que la maison est parfaite, elle respecte les réglementations, qu'on voit les nombres de mètres qui sont respectés sur les marges latérales, sur les marges arrière puis avant. Puis on voit que la remise, elle, en fait, c'est une remise, c'est un garage. Là. On parle d'un bâtiment coulé dans le béton. Oui, sur slab. Qui est en partie chez le voisin. Fait que là, pour l'acheteur, c'est une problématique. Mon Dieu, j'achète une propriété, le garage n'est pas tout à fait chez nous. Pour le voisin, c'est particulier aussi. Pour l'institution financière, c'est un problème. Fait qu'on se retrouve avec ça. Puis on va le dénoncer aux parties, on va le dénoncer à l'institution financière. Puis là, on va avoir à prendre une décision. Fait qu'on peut se retrouver d'avoir soit forcé le vendeur à déplacer le garage. On s'entend que c'est pas
C'est pas ce qui est le plus facile. La plus facile au monde. On peut peut-être voir avec le voisin pour avoir un droit, une tolérance, une servitude qui serait mise en place. On peut prendre une assurance titre aussi. L'assurance titre. On va en parler qui est quelque justement. chose qu'on parlera peut-être un l'assurance petit peu après. Il y a quelque chose d'assez populaire ces temps-ci. Oui, puis que pas beaucoup de gens connaissent finalement. On commence à en entendre parler. Oui, de plus en plus. Il y a même des gens qui nous demandent d'en mettre en place. L'assurance titre ne réglera pas le problème. Elle va vous permettre, comme une assurance, d'être dédommagé si jamais on est forcé à avoir, par exemple, dans ce cas-là, déplacer le garage. Si vous êtes forcé à déplacer le garage parce que le voisin ne veut plus que vous soyez sur son terrain, vous allez pouvoir le déclarer à l'assurance titre qui aurait été payée, cette assurance-là, au moment de la transaction. Puis on va vous dédommager, qui va s'occuper de soit faire déplacer le garage, démolir, bref, qui va couvrir pour les dépenses que vous aurez afin de rendre conforme la propriété. Encore une fois, une assurance titre, juste pour un petit peu parler de ça, un petit peu plus en profondeur, c'est pas parce que tu demandes une assurance titre, l'assurance titre va t'accepter. Il faut qu'elle décide d'accepter le risque. Donc, si l'assurance titre est prête à assurer le risque, parce que le risque n'est pas nécessairement si grand, on s'entend. Souvent, ils vont prendre des dossiers, c'est juste en immobilier, by the way, l'assurance titre, ils vont prendre des dossiers comme ça, c'est du cas par cas, on a envoyé une demande dans laquelle on va détailler la situation actuelle, puis l'assureur va décider s'il va couvrir ou non le risque. Souvent, ils vont couvrir. Quand ils décident de ne pas couvrir, c'est dans des cas où, par exemple, il y a une non-conformité qui a déjà été déclarée à la ville, par exemple, qui est déjà connue, où il y a déjà eu des demandes par rapport à ça. Ils ne couvriront pas aussi dans des cas où on veut couvrir quelque chose qui n'est pas sur notre terrain ou dans des cas de bande de protection riveraine. Bref, il y a plusieurs cas d'exclusion. La meilleure chose que je peux vous conseiller, que ce soit chez nous ou ailleurs, demandez à votre notaire que lui vérifie avec l'assureur la validité de l'assurance titre. Ouais. L'assureur titre, on demande ça quand on a un problème. Quand notre lot est beau, notre certificat est conforme, qu'il n'y a absolument rien, on ne demande pas d'assurance titre pour le fun. Là. Il y a des gens qui vont le demander quand même Ouais. pour se protéger contre les fraudes immobilières là, qui ont été populaires là, ces temps-ci, ou pour juste protéger tout problème de titre que ce soit, au cas où qu'on ne serait pas allé dans nos recherches de titres plus loin que, disons, je sais pas, 1960, qu'il y aurait eu un problème au niveau des titres avant ces années-là. Puis couvrir différentes autres choses comme l'état, la potabilité de l'eau, ou la fosse septique, champ d'épuration. C'est le genre de choses qu'on va voir de plus en plus. Ah, Bien, ça va coûter quelques centaines de dollars dans la résidentielle. C'est pas très cher. Les gens, des fois, ils vont se dire qu'ils n'ont entendu parler, ils sont déjà frileux par rapport à ça. Ils vont vouloir qu'on en mette une en place. Ouais, ils vont acheter la paix. Bref, mais ça ne règle pas le problème. Ça permet de transiger, de faire la transaction quand même en rassurant l'institution financière puis les différentes parties. Pour le vendeur, ça va le déresponsabiliser par rapport à cette non-conformité-là, par exemple. Puis pour l'acheteur, bien, ça lui permet d'avoir un support financier, un soutien, si on a à faire corriger ou s'il est forcé à corriger. Mais l'acheteur ne pourrait pas prendre l'assurance titre Pour puis le décider fun. lui-même de déplacer le garage puis de se faire rembourser par la suite, pour moins qu'il soit forcé de le faire par mise en demeure ou par avis de la municipalité. Hey, merci, Olivier. Plaisir. Tellement des beaux renseignements.